Une chance que tu me l'as dit. Merci beaucoup. Alors, comprenons ceci. Lorsque je veux amener un produit sur un marché extérieur, on va faire tantôt le calcul de coût. Mais lorsque je parle de prix, je dois comprendre quels prix sont en vigueur sur le marché. C'est un facteur d'influence. Par exemple, si, et on va le voir tout à l'heure dans le calcul, si je calcule le prix de mon produit à Winnipeg, je veux envoyer dans la ville de New York, OK? Alors, je dois préparer, je dois emballer, je dois pelletiser, je dois mettre sur un camion, je dois envoyer un camion à la douane, qui doit passer la douane, qui va ensuite aller à l'entrepôt à New York, qui va déposer à l'entrepôt. Le produit va être sorti du camion, va être mis sur les étagères de l'entrepôt pour être mis à la disposition du distributeur qui, lui, a une équipe de vente qui propose des produits, qui va aller dans des marchands, des supermarchés, par exemple, et le produit va sortir de l'entrepôt, va être mis dans un camion de livraison, va être livré à un client. Le client va recevoir, va mettre les produits sur ses tablettes, va être facturé, va payer et l'argent va revenir. Okay? Tous ces éléments-là représentent des coûts. Okay? Je vais vous montrer détaillé tout à l'heure. Alors, si je pars de ma production à l'usine et que je m'en vais jusqu'à New York et que j'ajoute les coûts que j'ai mentionnés tout à l'heure, je vais arriver à un coût cost à un certain niveau. Et je dois me rendre compte que dans le marché qui m'intéresse, je dois savoir quels sont les prix en vigueur, savoir s'il y a une marge ou non. Si mon coût est plus élevé que les prix en vigueur, je ne peux pas compétitionner dans ce marché. Je ne peux pas rentrer. Ici, je parle en termes de produits de qualité égale. Okay? Alors peut-être que mon coût est ici, que les prix du marché en vigueur sont là, mais mon produit est de meilleure qualité, ce qui pourrait justifier un écart. Si je suis à qualité égale et que je suis au même niveau que les prix du marché, euh, comment je vais être compétitif? Parce que j'ai un ingrédient spécial, parce que j'ai une couleur d'emballage particulière, parce que mon produit est canadien et que ça ajoute de la valeur. Peut-être, est-ce que c'est suffisant pour demander le même prix ou, si je parle de stratégie de prix, je peux penser à rentrer à un prix plus bas sur le marché pour générer de l'intérêt. À partir du moment où je gagne des parties de marché, je peux remonter mon prix. Et si ma qualité est supérieure, je peux augmenter mon prix par la suite. Okay? Autant de stratégies potentielles possibles, on retrouve dans le manuel. Maintenant, si je produis et que je fais un calcul pour me rendre ici et que les prix du marché en vigueur sont là, j'ai un espace, moi j'appelle ça une fourchette entre le prix coûtant et le prix vendant. J'ai une fourchette qui me permet de négocier ici. J'ai une valeur qui fluctue. Alors évidemment, je ne veux pas vendre à mon prix plancher, je voudrais vendre à mon prix plafond, mais je peux, n'importe où entre les deux, je peux me rendre quelque part à travers tout ça et gagner donc un profit juste pour ma transaction. On va comprendre aussi que lorsque j'exporte un produit pour le vendre sur un marché, je ne prends pas que le prix de mon produit à l'usine, plus un pourcentage, mais je devrais faire un pourcentage ou un bénéfice sur toutes les différentes valeurs ajoutées dans ma transaction, sur le camionnage, sur le transit, sur l'entreposage, sur le coût de financement. Je devrais toujours avoir une plus-value. Alors, si le financement de mon opération me coûte 2 ben, je devrais m'assurer pour que j'ai au moins un 3 ou un 4 Comme ça, j'ai une marge de bénéfice à toutes les étapes. On va définir les étapes tout à l'heure. On va les regarder comme il faut. J'ai du matériel dans une diapositive à ce niveau-là. Alors, alors, il est injuste de croire que si je prends un produit, que je mets tout ça et que je l'amène sur un marché, puis que je dis, bon, toutes les valeurs ajoutées fait que mon produit me coûte 10 à l'usine, il me coûte 12 livré à New York, je vais le vendre 14 .
je dois savoir où sont mes compétiteurs. Donc, je dois avoir des comparables dans le marché. Si moi, ça me coûte 10, j'achète à 10, je me rends jusqu'à destination à 12, je vais vendre à 14, mais que tout le monde vend à 10 ou 11, je suis hors de prix dans le marché, à moins que j'ai un produit que personne n'a, à moins que je n'ai pas de compétition, à moins que ma qualité reconnue soit plus élevée. Autrement, je dois me baser sur les prix pour rester compétitif. Parfois, on va imaginer rentrer dans un marché avec un bénéfice minimal, peut-être même zéro bénéfice, pour une période de temps, pour familiariser le marché avec notre produit avant de créer une fidélité et ensuite d'augmenter les prix. Donc, quand on a amené des produits de café de l'Inde aux États-Unis, quand on a fait ça, la première fois qu'on a amené un container de café indien aux États-Unis, c'était la première fois ever qu'un produit de café indien rentrait aux États-Unis. La première fois. Personne ne connaissait ça. Et quand je parlais à des clients, je disais, ah, j'ai du café indien, puis ils disaient, café indien? C'est bon? Oui, oui, oui. Alors, évidemment, je ne peux pas vendre le même prix qu'un café colombien qui est bien connu et apprécié. Je ne peux pas vendre le même prix qu'un café brésilien qui est apprécié. Je dois vendre moins cher pour m'assurer que le client veuille essayer ce produit, qu'il soit satisfait, qu'il devienne un client régulier, qu'il devienne fidèle à la marque. Et là, je peux l'augmenter. Donc, pas nécessairement avant la deuxième année. Okay? Ça fait partie de certaines stratégies de base avec lesquelles je dois travailler mon produit. Alors, comme mentionné dans la diapositive comme dans le manuel, je dois calculer mon coût de production et mon coût de revient. Beaucoup d'entreprises avec lesquelles vous allez travailler ne maîtrisent pas nécessairement, véritablement, le calcul de coût de production. C'est une question à poser demain à ton producteur de kombucha, à savoir, est-ce que vous avez une idée claire de vos coûts de production? Alors, souvent, l'entrepreneur va répondre oui. Si vous posez des questions plus précises, il va vous parler de confidentialité. Il ne veut pas vous révéler ce qui pour lui est une formule secrète, son coût de production. Vous pouvez proposer de signer une entente de confidentialité. On va signer avec vous, un instant. J'ai un retardataire qui se joint à nous. Voilà, on va l'ajouter sur ma feuille de présence. Voilà, voilà, la classe est là, tout le monde est là. Très bien. Alors, je dois comprendre que je dois maîtriser mes coûts de production. Pourquoi? Vous allez retrouver dans le manuel, on va vous parler de coûts variables et de coûts fixes. Hein? C'est très important à comprendre. Suivez-moi bien, là, parce que je vais vous le dire vocalement, ça se trouve dans le manuel, mais je vais vous l'expliquer vocalement. Une usine à Winnipeg qui fabrique un produit, par exemple, un kombucha en conserve. Bon, tu peux prendre je peux avoir un produit qui produit ceci. OK? Bon. Produire ceci. L'usine produit et vend ceci sur le marché local seulement. Ça veut dire que 100% des coûts pour la production sont couverts par la vente de ce produit. Okay? Ça veut dire le paiement de l'hypothèque sur l'usine, le paiement des machines, le paiement des intrants, le métal, l'impression, le produit à l'intérieur, la boîte de carton dans laquelle on met ceci, les palettes sur lesquelles on met le carton, le sarclage de métal, le plastique, sont payés par ceci. Les employés de l'usine, les employés de gestion, les employés de direction, les télécommunications, le chauffage, la climatisation, l'énergie pour la production, le kit marketing interne ou externe,
la firme d'audit financière pour la fiscalité, les coûts relatifs au rapport des gouvernements, tout ça représente des coûts qui seront payés par la vente du produit localement. Alors, ce serait coût complet. Okay? Maintenant, si je veux exporter ce produit, je peux dire, si je rajoute un quart de travail, donc un 8 heures, alors j'ai un 8 à 4, puis je fais un 4 à minuit, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Le deuxième chiffre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tout ça. Voilà, 4 à minuit. Je vais rajouter donc un quart de travail avec des employés supplémentaires, avec de l'utilisation d'énergie supplémentaire, avec des intrants supplémentaires, métal, produits à l'intérieur, etc., mais pour l'exportation et peut-être mon directeur export, un cadre. OK? Et bien sûr, à partir du moment où tout ça quitte l'usine, je vais rajouter le transport, la douane, l'entreposage à l'étranger, les autres démarches à l'étranger qui vont s'ajouter sur mon calcul de coût à l'export seulement. Mais à l'usine, le paiement de l'usine se fait avec la dépense locale. Le chauffage, l'éclairage, l'énergie se fait localement. Peut-être que je peux ajouter un facteur pour l'énergie utilisée pour la production, le chiffre de soir, le quart de soir. Mais normalement, ma production locale et mes ventes locales payent pour ce qu'on appelle les frais fixes. Chauffage, éclairage, hypothèque, cadre de l'entreprise, comptabilité, tous des frais fixes. Ce qui va être variable, c'est tout ce qui va aller à l'exportation. Le cadre export, la main-d'œuvre supplémentaire, le matériau supplémentaire acheté pour transformation, pour exporter, et plus tout le processus export. Ce qui fait donc que lorsque je produis localement, je couvre tous ces coûts, et que je produis pour l'export, je couvre tous ces coûts. Soudainement, mon calcul n'est plus le même. Le but n'est pas de faire perdre de l'argent à l'entreprise. C'est d'arriver, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit lorsque mon produit me coûte 10 que j'arrive sur un marché new-yorkais et que mes coûts avec le transport et l'exportation, j'arrive à 12 et que mon produit se vend à 12 sur le marché, je ne suis pas compétitif. Mais si je revise mes coûts à l'interne et que je sépare le fixe du variable, je peux enlever tous les coûts qui sont couverts par le local. Ça veut dire que mon coût de production avant l'exportation n'est plus de 10 mais peut-être de 7 . Donc, 7 plus 2 égale 9. Et mon marché à New York paye 12. J'ai une fourchette de 3 avec laquelle je peux travailler. On va le voir dans la vidéo explicative tout à l'heure en négociation. Cette fourchette-là est très importante pour moi parce que lorsque je négocie, je dois avoir une fourchette pour jouer avec mon prix. Le but n'est pas de vendre le moins cher. Le but est toujours de vendre le plus cher. Mais le but est de rester compétitif pour m'acquérir une part de marché à travers ça. Il faut que j'ai du jeu. Il faut que j'apprenne à calculer pour avoir du jeu. La majorité du temps, les entreprises de taille modeste n'ont pas la maîtrise de leur coût de production et ne savent donc pas quel serait leur coût de revient pour du matériel d'exportation. Est-ce que vous avez saisi? Une question par rapport à ça? Je vous écoute si vous avez une question. Pas de question. Vous êtes subjugué, vous avez tout compris. Bon. Alors, évidemment, déterminer les coûts de livraison des marchandises, le transport, l'incoterm utilisé, se renseigner sur les prix des concurrents et ainsi choisir une stratégie de prix et définir une marge bénéficiaire. Alors, par exemple, dans l'agroalimentaire, les marges normales sont de 8 à 12 %. C'est à peu près ça. Mais c'est 12 % de mon coût total, mon coût complet livré, et non pas le coût de la marchandise plus 8, 10, 12 %. C'est l'ensemble, le transport, le financement, tout ça. On va le voir tout à l'heure quand on va regarder les grilles de calcul. Okay? Évidemment, est-ce que je vais travailler avec des dollars canadiens, des dollars américains? Je vais rajouter là-dedans le change. Le change est une situation particulière. Vous l'avez vu dans votre
quand on a parlé avec de financement des opérations. Alors, il y a une différence entre mon coût de production, l'ensemble des frais directs et indirects qui concernent le processus de production, depuis l'achat des matières premières jusqu'au stade qui précède immédiatement celui de la vente, et le coût de revient, coût déterminé en calculant l'ensemble des coûts nécessaires pour concevoir, produire et fournir un bien ou un service. Alors, j'ai pas là tout de suite les facteurs influant le prix à l'exportation, les droits de douane, bien sûr. Si je vais en Ontario, j'ai pas de droit de douane. Si je vais aux États-Unis et que j'ai une production canadienne, normalement, je rentre dans le traité libre-échange d'Amérique du Nord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et je ne devrais pas avoir de droit de douane à payer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de frais de douane. Frais de douane, c'est les frais pour la transaction douanière, présenter les documents, les faire accepter et peut-être des inspections douanières. Quoique les inspections douanières du Canada vers les États-Unis, c'est moins fréquent, malgré qu'on vérifie les produits pour s'assurer qu'il n'y a pas des stupéfiants, par exemple, dans les marchandises. Du fentanyl, par exemple, qu'on peut acheter de Chine, qu'on fait venir au Canada et qu'on exporte aux États-Unis, par exemple. Ça rentre aux États-Unis par le Canada, ça rentre aux États-Unis par le Mexique, ça rentre aux États-Unis par la Chine, ça rentre aux États-Unis de partout. Toutes les inspections douanières. Évidemment, le terme de paiement va jouer sur un facteur. On a vu quand on a parlé de banque, qu'on a parlé de paiement, est-ce qu'on se fait payer l'avance? Est-ce qu'on se fait payer à la livraison? Est-ce qu'on se fait payer après la livraison? Est-ce qu'on fait une combinaison? Payer un peu avant, un dépôt, une partie sur la livraison et une partie après. Est-ce que je dois me garantir? Est-ce que j'ai une crédit? Est-ce que j'ai une assurance sur mon recevable? Tous des éléments qu'on a vus. Tout ça représente des coûts et je dois garder ça à l'esprit parce que ça va rentrer dans mon calcul sur la grille que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, à partir du moment où mon produit est préparé et que je le mets disponible sur une palette sur le quai de l'usine, prête à partir, ça c'est dans les incoterms. C'est quel incoterme? Des fois, j'ai l'impression de parler à un poisson rouge. L'incoterme, quand c'est sur le quai de l'usine, quel est l'incoterme utilisé? Qu'est-ce que vous allez faire à l'examen? Wow, vous êtes renversant. Quelqu'un d'entre vous, ouvrez votre feuille, votre fiche d'incoterme, puis donnez-moi l'incoterme sur le quai de l'usine. J'attends. Ouvrez votre livre. Cherchez l'incoterme. À l'usine, qu'est-ce que c'est? AEXW. Bravo, merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est EXW? Ça représente quoi? Lis-nous la définition, s'il te plaît. Bon, là, il dit le vendeur met à disposition les marchandises transportées dans un endroit convenu. Obligation minimale pour le vendeur. L'acheteur supporte tous les coûts de transport et de formalité. EXW, ce qui veut dire ex-works. Works, ça veut dire usine. Ex-usine, ça veut dire sur le quai de l'usine. J'ouvre la porte, je dépose ça devant la porte, je ferme la porte. Vous venez le chercher. Ex-usine. À partir de là, il faut amener le produit quelque part. OK? Alors, bougez pas là, que je retrouve crayon à noter comme ça. Ouais, on va prendre ça. Alors, donc, je pars de l'usine, ici. Je transporte la marchandise de l'usine au port d'embarquement. Ça peut être un port sec, comme un port maritime. Un port sec, c'est comme un entrepôt. Si je veux envoyer ma marchandise en Saskatchewan,
la compagnie de transport va venir chercher le matériel à l'usine, va l'amener dans son entrepôt et va charger un camion pour l'amener dans la province voisine. Ou elle va envoyer un camion chez vous, à l'usine, pour faire charger le camion pour l'envoyer en Saskatchewan. Okay? Si c'est pour du transport maritime, la compagnie maritime va envoyer un container pour être chargé, pour être amené au quai de Toronto, par exemple, ou quai de Vancouver. On comprendra que de Winnipeg, on peut mettre la remorque du camion sur le train, envoyer la marchandise par train jusqu'au port de Vancouver ou jusqu'au port de Toronto. Ou même au port de New York ou au port de Miami, par train, par camion. Tout ça nécessite des transports différents. Vous avez vu ça avec M. Pelchat. Il y a pour tout ça des frais de manutention de toutes sortes. Si c'est un container, je dois placer les palettes dans un container. Normalement, il y a un premier étage de palettes. Alors, on a fait une, deux au fond, une, deux, une, deux, une, deux. Après ça, en fait, on fait une, deux au fond, puis un, deux par-dessus. Puis là, on fait une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Et on remplit le container de cette manière-là. Tout ça, il y a un frais pour ça. Il y a une manutention pour remplir le container. On appelle ça stuff the container, stuffing the container. C'est comme farcir une dinde, on farcit un container avec des palettes. Il y a une manutention pour ça. Il peut y avoir des taxes de port, des taxes d'aéroport. Si j'envoie par avion, l'aéroport va vous faire payer des taxes. Alors, je vais transporter, si je fais un transport outre-mer, il va partir par bateau. Ça veut dire que le container. Alors, je peux prendre du matériel de l'usine qui est mis dans un camion, qui va être amené dans un entrepôt près du port de Toronto. L'entrepôt au port de Toronto, la compagnie maritime, pour des frais, va amener un container à l'entrepôt à Toronto. À l'entrepôt de Toronto, va amener le container et la compagnie de transport va prendre les palettes et va le mettre dans le container. La compagnie maritime va ramener le container au port et au port, la compagnie de portuaire va prendre le container et va le mettre dans le navire. Le navire va traverser l'océan. Rendu à destination, le navire va décharger le container sur le quai. Okay? Sur le quai, la compagnie de quai va prendre le container et va l'amener, va le mettre sur un camion qui va l'amener dans un entrepôt. Le container va être ouvert, les produits vont être sortis du container, vont être inspectés pour être remis au client étranger qui va envoyer un camion. Les palettes vont être mises dans son camion, il va amener le camion à son entrepôt, il va vider le camion, il va mettre les palettes dans son entrepôt. Toutes ces manœuvres représentent un coût. On va le voir dans la feuille de calcul de coût tout à l'heure. Évidemment, à l'étranger, il va y avoir. À l'étranger, il va y avoir au port des frais de port, mais aussi des frais de douane. Alors, si je vais dans un port qui n'est pas un port des États-Unis, avec lequel je n'ai pas d'entente de libre-échange, je vais payer des droits de douane. Frais de douane, droits de douane, c'est pas la même chose. Frais de douane, c'est les frais pour traverser la douane. Droits de douane, ce sont des droits, des taxes qui sont mis sur les produits, générer des revenus au gouvernement et idéalement protéger la production locale. Alors, le Canada est un pays qui produit du blé. Si je veux importer du blé d'Argentine, je vais avoir des droits de douane à payer sur le blé d'Argentine. Si j'achète du blé des États-Unis, comme j'ai une entente de libre-échange avec les États-Unis, je ne paierai pas de droits de douane
sur le blé des États-Unis que j'importe au Canada, qui serait une variété différente. Et pourquoi on a toujours fait ça? C'est pour protéger notre production de blé et ne pas permettre à des blés compétitifs comme le blé ukrainien avant la guerre, ou du blé turc, ou du blé chinois peut-être, de venir ici et de détruire notre production de blé parce que les prix sont trop bas. On va ajouter des droits, on appelle, c'est une forme de protectionnisme. On protège son marché. Voilà. Alors, frais de port, frais de douane, frais de dédouanage, transport de marchandises. Le financement, c'est le produit de ton entrepôt pendant une période de temps. Les loyers d'entreposage, des commissions pour un grossiste, un distributeur, une société de commerce international, un agent, un représentant, le profit au détaillant et les taxes de vente dans un pays importateur. Tous ces éléments-là s'ajoutent à mon prix ex-usine. D'où quelque chose qui vaut 10 $ au départ, qui en vaut 12, 13 ou 14 à la destination, selon l'ampleur des prix. Est-ce qu'on comprend cette route? Levez le pouce si vous comprenez quelque chose. Faites rien si vous ne comprenez rien. Pas beaucoup de compréhension. Hein? Oh. Merci. Anne-Marie a compris. Bravo, Anne-Marie. Oh, Franck a compris. C'est bon, ça fait 2. Voilà. OK. Alors, je sors de là. Je vais sortir de ce PowerPoint. Une seconde. Pardon. Et je vais vous amener sur une feuille de calcul que j'ai préparée pour vous. OK? Et on va faire un exercice. Et justement, on part cette fois-ci du Nouveau-Brunswick. Un instant. Pourquoi j'ai ça? Hein? Voilà. Pardon, j'ai de la misère avec ma gorge. Alors, je vous partage la feuille de calcul. Vous allez comprendre. 1, 2, 3, fichier Excel, voici. Alors, voici comment on fait véritablement un calcul de ce type. On va enlever mes notes ici. Mode plein écran. Voilà. Et je vais envoyer ça en haut. Alors, voici, j'achète. Je prends un crayon, je prends des notes et j'écris. Qu'est-ce que j'achète? J'achète de la crevette. Sans tête. Avec la carapace. Dans lequel on a enlevé ce qu'on appelle la veine, mais en fait, c'est l'intestin, la ligne noire dans le dos. OK? Et un calibre 14-22. Je l'achète chez Canada Seafood Product. Mon vendeur est Michael Scully. Téléphone, fax, email. OK? J'achète ex-usine. Vous avez découvert maintenant ex-usine. Donc, j'achète à l'adresse de l'entreprise qui est Orocto Moto Nouveau-Brunswick, ici. Ça, c'est l'adresse d'usine. Oromoto Nouveau-Brunswick. J'achète 500 cartons de 80 livres chacun, ce qui représente un total de 40 000 livres de crevettes. 40 000 livres nets, mais pas 40 000 livres bruts, parce que les crevettes sont emballées dans du plastique, sont emballées dans du carton, qui sont mis sur des palettes. Et ça va représenter un total de 44 000 livres bruts. 40 000 livres de crevettes, 4 000 livres d'emballage ou de rajout qui vont aller dans le container. Quand je vais transporter,
Je ne vais pas transporter 40 000 livres, je vais transporter 44 000 livres, mais 40 000 livres de produits. C'est important parce que dans mes calculs de coûts, je vais être facturé transport, poids, entreposage, poids, le poids maximum, le poids brut, mais je vends un poids net. Les emballages sont des cartons, puis mon produit est 88 livres du carton. Donc, 44 000 livres au total. 40 000 livres net. J'achète en dollars canadiens. Je vends en euros. J'achète COD, Cash on Delivery. Quand je vais le chercher, normalement, je paye. Mais je peux demander de payer sur 30 jours. On peut accepter. Et si j'ai un 30 jours, normalement, j'ai une clause sur mon 30 jours que si je paye en moins de 10 jours, je peux avoir une escompte de 2 %. Alors, dans le langage, dans le jargon, on dit 2 % net 10. Ça veut dire 2 % de rabais si je paye rapidement, au lieu d'attendre 30 jours. Ici, 2 %, donc je vais avoir un... Si je veux payer rapidement, j'ai 2 %. Alors, sur un 100 000 livres, ben, si je paierais tout de suite, ben, je vais économiser quelques milliers de dollars d'un seul coup. OK. Et je vends, le mode de paiement n'est pas le même. Je vends sur une lettre de crédit payable à 90 jours de la date du connaissement maritime. BL, Bill of Lading. Vous avez appris ça avec Sylvain. Le connaissement maritime, qui est le document de propriété. Je vous en ai mis un dans le module aujourd'hui. OK? Alors, et l'incoterme est CIP. Cost Insurance to Point of Delivery. Ça veut dire que c'est CIP. Normalement, il y aurait une adresse à envers, l'adresse de l'entrepôt. Je l'écrirais 3627 Kindenstrasse, Antwerp, Belgium. Mon CIP doit être précis comme ça, avec un code postal, si j'ai un code postal. C'est clair, c'est à cet endroit-là. Donc, je vais faire le transport jusque-là. À partir du moment où je le livre là, c'est livré au client. OK? Jusqu'à date, est-ce que vous me suivez? Qui me suit? Levez le pouce. Ça va? Même Camille me suit. Nathan, bravo! C'est bien, merci. OK. Alors, je poursuis. Je vais effacer mes petits dessins. On continue. Alors, j'achète. Je vous ai dit que j'achetais à Oromokuto, Nouveau-Brunswick. Ici. J'achète, on a fait un chiffron pour faciliter le travail, 100 $ le carton de crevettes, le 80 livres. OK? J'ai 500 cartons. Alors, 500 fois 100, ça fait combien? 500 cartons, 000. ça fait combien? 50 000. 50 000 $ de crevettes. OK? 40 000 livres de crevettes. À partir du moment où j'achète mon produit là-bas, je peux acheter, par exemple, mes crevettes dans des boîtes en carton avec rien d'écrit dessus. Je veux faire mettre le marquage. Je vous invente toutes sortes de choses, là. Je veux vous ajouter toutes sortes de frais pour que vous compreniez l'exercice. Alors, oui, mon téléphone. Ici. Alors, j'achète la crevette dans une boîte non identifiée et je demande d'imprimer sur chacun des boîtes, les cartons, ma compagnie, Carl Miville Crevette Canadienne. Je ne veux pas que ça soit écrit la compagnie d'Automocto au Nouveau-Brunswick. Je ne veux pas que ça soit écrit le nom de l'entreprise d'où ça vient. Je veux garder ça
secret. Alors, je ne veux pas que ça soit écrit. Qu'est-ce que c'est le nom de l'entreprise? C'est Canada Seafood Product. Je veux que ça soit écrit Calmiville Seafood Product. Alors, je le fais écrire. Ça veut dire qu'on va faire ça avec un stencil, puis un spray, où on va coller un papier sur chacune des boîtes. On va mettre le nom de mon entreprise, mon adresse, puis on va écrire peut-être boîte 1 de 500, 2 de 500, 3 de 500, 4 de 500, comme cela. On va écrire USDA, Grade A, crevette canadienne, d'origine canadienne, etc. OK? Alors ça va coûter, ici dans l'exercice, 15 sous par carton. Il y a quand même de la main-d'œuvre. Il y a le papier qui est imprimé, puis il y a quelqu'un qui va coller ça, un employé. Alors, 15 sous multiplié par 500, ça fait combien? J'ai besoin d'un instant qu'une calculatrice, là. 500 fois 15 sous, ça fait combien? 7500 normalement. Comment? 7500? Non, non. 15 sous, point 15 fois 500, 75. point 15. 15. 15 75. centimes, ça fait combien? 75. 75 $. OK, je veux que vous compreniez la valeur de ça. Mon container vaut 50 000 $. Là, je viens de rajouter 75 $ juste pour mettre le collant. OK? On continue. Alors, si j'avais des produits que j'utilise, comme par exemple la boîte de carton que j'ai achetée au Nouveau-Brunswick, quand je l'ai acheté, localement, j'ai payé de la taxe provinciale fédérale. Le carton, je vais l'exporter. J'ai droit à un crédit d'impôt. Il faut que je tienne une comptabilité serrée. Les sacs de plastique dans lesquels sont les crevettes dans la boîte en carton, je les ai achetés localement. J'ai payé de la taxe. Tout ce que je vais exporter, le gouvernement va me rembourser mes taxes. Je dois en tenir compte. J'ai pas mis de valeur là-dedans, mais je pourrais récupérer un autre 75 $. Mais je ne l'ai pas mis. Alors, ça serait un bénéfice. Mettons que j'aurais un retour de taxe de 15 sur ces dépenses. Peut-être que je gagnerais 35 ou 40 $. Mais ça serait plus 75, moins 45. On continue. Alors, j'arrive à un prix net de vente de 100 $ et 15 sous la caisse. Là, je vais rajouter là-dedans mes frais variables. OK? Donc, les frais de mon équipe d'exportation. Je vais imaginer que le coût de mon équipe divisé par le nombre de containers, le nombre de cartons par année, va représenter un chiffre X hypothétique. Je veux mettre une valeur. Alors ici, j'ai mis 50 sous. Je fais donc un prix forfaitaire que pour chaque container que j'expédie, j'alloue 250 $ pour couvrir les frais de mon directeur export. C'est pas suffisant. C'est suffisant si j'en vends beaucoup. Si j'en vends juste un par année, ça ne marche pas. Parce que mon directeur export, il me coûte 40 000 $ par année minimum. OK? Ça veut dire que si j'en vends un container, j'aurais 40 000 $ de frais de vente et de promotion pour exporter. Ça n'a aucun sens. Mais si je vends 50 containers ou 100 containers ou 250 containers, mon 40 000 serait divisé par ça. Puis là, alors ici, j'ai mis 250. Il faut comprendre que la première année, je ne vais pas nécessairement appliquer mes coûts totaux. Je vais en absorber une partie avec mes ventes locales pour permettre à mon exportation d'être compétitive. Je continue. J'ai les frais bancaires. La lettre de crédit, par exemple. L'utilisation de crédit si j'en ai besoin. Si je paye net 10 jours, net 2 10 jours, je vais débourser pour ma crevette. Je vais récupérer mon argent 90 jours après la natte sur le connaissement maritime. Donc, 90 jours après que le container ait quitté le port. C'est loin. C'est loin. Ça veut dire que l'argent ne revient pas avant plus de 3 mois. Donc, l'argent que je débourse, le 50 quelques mille dollars que j'ai déboursé, ne revient pas dans mon compte avant 3 ou 4 mois. Si je calcule 2 par mois,
pendant 4 mois, ça veut dire que 8 de cet argent-là est de l'intérêt que je n'ai pas gagné. Je pourrais le mettre là-dedans comme étant une source de coût. Je ne suis pas obligé, mais il faut comprendre la logique. OK. Alors, frais de courrier, les envoie, quand je vais envoyer les documents en collection, ça va prendre du DHL, les frais d'étiquetage, si j'ai des modifications d'étiquetage à faire sur les crevettes, si j'ai frais d'emballage, j'en ai mis ici, si j'ai frais de cerclage, la bande de métal qui entoure les boîtes, la documentation pour exporter si documentation j'ai besoin. Documentation, ça veut dire tous les documents, liste de colissage, certificat d'inspection, connaissement maritime. Je paye pour tout ça. Je fais une enveloppe pour tout. Alors, document pour exporter 65 qui vont normalement être le frais que va me demander le transitaire maritime pour préparer des documents pour moi. Il va me demander 50 ou 65 OK? Je mets ça là-dedans. Ça veut dire si c'est 65 documentation pour exporter, si c'est 65 ça représente donc, divisé par 500, 13 sous du carton. Rémunération pour le transitaire, il me demande 110$ pour son travail. Ça fait 22 sous du carton. Si je fais un paiement rapide, vous vous souvenez, mon 2%, ben, je vais le calculer là-dedans. Donc, j'arrive à un prix de base à la sortie de l'usine de 104,76. Moi, j'arrondis toujours, je dirais 105 $. Fait que mon produit, sorti usine, prêt à vendre, à l'étranger, me coûte 105 $. OK? Je continue dans mon calcul. Je pars d'Oromocto, je fais un camion pour aller jusqu'au port. Le camion, regardez bien. Un instant, je vais prendre mon marqueur comme ça. Surligneur. On va le mettre en jaune. Ici, là. 2300 $ pour un camion réfrigéré tenant 500 cartons. 2300 divisé par 500, ça fait 4,60 du carton pour transporter le camion. Je vous ai dit tantôt, le camion arrive à l'entrepôt, on vide le camion, ça fait 140, ça fait 1,40 $ du 100 livres, poids brut. Donc, 140, 1,40 $ multiplié par 44 000 livres. Ça fait 1,23 du carton de 40, pour le 40 000 livres, pour le poids net. En frais d'entreposage, 100 $ du 100 livres sur le poids brut, 88 sous sur le net. Le placement du container, 36 sous. Une inspection indépendante à la SGS, 44 sous. Ce qui me fait donc un total de 112,27. 112,50. Commission de l'agent, j'ai mis un 2% pour un agent. On a vu l'agent dans la commission. Je rajoute des coûts. Je suis rendu à un prix vendant en première étape à 114,51, 114,5, 115 $ plus ou moins. Et là, je vais embarquer sur le bateau, le navire. Alors, on part d'Halifax. Frais de terminal, 320 $ du container, 64 du carton. L'assurance crédit export, l'assurance maritime, l'inspection de la Société générale de surveillance. Je suis rendu à 115,71. Je vais effacer tous mes petits jaunes. Et je vais continuer à monter tranquillement. Là, je suis rendu à 115,71. Je vais embarquer dans mon navire pour aller vers Anvers, en Belgique. Donc, ça me coûte 4 000 $ américains. J'ai calculé que mon dollar américain vaut, etc. Ça fait 8 piastres et 2 de la caisse. Je rajoute un ajustement de l'argent demandé par la compagnie maritime, des frais de surcharge pour le pétrole utilisé. J'arrive à des frais de déchargement de navire au port de 450 €, ça fait 1,21 la caisse. Des frais d'aide de crédit qui sont de 1,5 de 1%, ça me fait 58 sous du carton. Ça fait que j'arrive avec un prix, mon prix livré à Anvers, mon cost est de 116,81. 117. OK? Et je voudrais me rajouter une prime sur toutes mes dépenses, pas sur mon produit au départ, de 10%, donc 11,68.
Vous comprendrez que si au départ, je voulais rajouter mon 10% sur ma boîte de crevettes à 100 j'aurais rajouté 10 $. Là, je rajoute 11,68. En fait, je ferais un chiffron, j'ajouterais 12. Mais admettons, je suis à 128 et 5, 128 et 49, 128 et 50. OK? Quel serait le prix de ma première offre à mon client? Combien je demande à mon client du carton? Qu'est-ce que je vais lui demander? Dites-moi un chiffre. 150. Merci. Pourquoi 150? Au cas où si il faut faire, comment on appelle ça? S'il faut discuter, pour Bien qu'on sûr, puisse, pour parce que, pouvoir négocier. voilà, négocier, merci. Hein? Quoi que ce soit, toi, quand tu vas acheter quelque chose au magasin, chez toi, dans ton pays d'origine, jamais tu payes le prix qu'on te demande en premier. Jamais, n'est-ce pas? Oui, jamais. Jamais. Ici, tu es un peu pris, hein? Le prix est étiqueté. Si tu veux acheter quelque chose, c'est écrit 17, c'est 17, hein? Est-ce que tu négocies dans un magasin ici? Non, je l'ai jamais fait. Ils veulent pas, hein? Ils n'ont aucune Je souplesse, hein? préfère. Non, ils sont rigides. Ils ont aucun plaisir, hein? Zéro. C'est 17 c'est 17. Si tu veux pas, achète-le pas. C'est vrai. Alors que chez toi, si tu me demandes 20, si je m'en vais te voir pour t'acheter une chemise et que tu me dis, bonjour, monsieur, j'ai une belle chemise pour vous, 100 $. Moi, je vais te regarder, je vais dire, c'est mes yeux bleus qui fait que je paye, que tu veux me demander 100 $. C'est quoi ce prix-là? C'est un prix de blanc? Là, tu vas partir à rire comme ça. Puis là, je vais te dire, écoute, je vais t'en donner 25. Puis là, tu vas te mettre à pleurer en disant que ta famille meurt de faim. Puis là, on va jouer à travers tout ça. Je vais te montrer la photo de mes enfants, de mon épouse. Je vais te montrer la moto, le ni, la ni, la. Bon, à la fin, je vais payer 38. Ah, super. OK? C'est un peu le même principe. Il faut comprendre ce que ça vaut sur le marché. Alors, si j'ai analysé un peu, puis que je vois que mon prix à 130 qui est inscrit ici, que le prix sur le marché tourne autour de 128 à 135, qu'est-ce que je pourrais me permettre? Je pourrais peut-être me permettre d'offrir un peu plus pour commencer à pouvoir négocier, avec raison, sans l'ombre d'un doute. Alors, je pourrais commencer ici ma négociation à 135 qui serait un prix maximum sur le marché. Évidemment, quand je vais vouloir commencer à négocier, je vais ajouter des notions en disant, ouais, mais là, c'est pas de la crevette thaïlandaise, c'est de la crevette canadienne. Elle est de meilleure qualité, elle est biologique par défaut, elle est élevée dans une eau pure et cristalline. C'est une crevette savoureuse, c'est une crevette délicieuse, c'est une crevette extraordinaire. Il faut payer pour ça, n'est-ce pas? Et pas une affreuse crevette polluée thaïlandaise. Je dis pas que c'est vrai, là, mais c'est mon argument de vente. Hein? Bon. Vous me suivez? Mais ça me prend un calcul pour savoir ma fourchette, jusqu'où je peux aller, en haut et en bas, pour jouer. Et des comparables sur le marché. Alors, je vous montre une diapo qui, à moi, est très importante. Juste une seconde. On en avait peut-être parlé quand on a parlé des SCI. Et après, on va prendre une pause. Est-ce que vous voyez mon tableau rond, là? Non, Oui. Vous voyez. Bon, alors, je vais ouvrir le. Je vais. non, on voit pas le tableau rond. Super, je vais vous arranger ça tout de suite. Donnez-moi une petite seconde. On va redémarrer ça, partager le bon écran. Hop, voilà. Là, vous voyez rien, n'est-ce pas? Une page blanche? Oui, Ouais? Super. Alors, on y va. Voilà. Alors, lorsque j'offre quelque chose, j'offre un produit de base. C'est une crevette. Prenons de la pâte dentifrice.
OK? J'imagine que vous vous brossez tous les dents avec de la pâte dentifrice. C'est vrai? Oui? Bon. J'imagine, je souhaite que vous vous êtes brossé les dents au moins une fois, sinon deux, sinon trois fois aujourd'hui. Oui? Non! Fatoumata, il faut se brosser les dents. 3 fois par jour, après chaque repas. Bon. Bref, pâte à dents. Alors, de la pâte à dents, on peut aller. Alors, c'est un produit de base. On se brosse tous les dents, sauf Fatoumata, tous les jours. OK? Bon. C'est un produit de base. Si je rajoute à ce produit une notion supplémentaire, OK? Une fonction de tangibilité. Le produit est en tube. Le produit a un goût de gomme à mâcher aux fraises. L'emballage est un tube qui se tient droit. Quand je pèse dessus, il y a sur l'étiquette sur le tour, on voit Bob l'éponge, qui est si populaire chez les enfants. Et que je vais peser sur la pâte pour la faire sortir. Et la chanson de Bob l'éponge va jouer pendant 90 secondes. Ça veut dire que l'enfant doit se brosser les dents pendant tout le temps de la chanson. Fatoumata, 90 secondes pour avoir les dents bien propres, n'est-ce pas? Donc, ce n'est plus une pâte à dents que j'achète, c'est un emballage, une saveur. Il y en a, c'est rose avec des étoiles dedans. Ça sort 3 couleurs, blanc, vert et rouge. On ne sait pas comment ça fait pour sortir en 3 couleurs, mais c'est extraordinaire. Donc, c'est plus le même prix parce que je peux prendre du soda dans un petit plat, je prends une brosse à dents, je l'humidifie, je la trempe dans le soda, et je me brosse là-dedans. Avec ça, c'est très, très bien. En Afrique de l'Ouest, on prend des branches de buisson, on va l'effilocher et on va se nettoyer les dents avec ça. L'enzyme du bois fait des dents extraordinaires, nettoie les gencives, c'est contre la plaque, c'est merveilleux. On achète ça au marché pour presque rien. C'est plus efficace qu'une brosse à dents qu'on achète ici en Amérique du Nord avec une pâte à dents qui coûte cher. Et ça fait mieux. Mais ici, on ne trouve pas cette branche pour faire nettoyer les dents. Donc, on est obligé d'acheter quelque chose. Alors, je peux acheter le moins cher, je peux acheter la générique, je peux acheter la pâte à dents chinoise. Bon, on ne sait pas ce qu'ils mettent. Des fois, on pourrait imaginer que les dents gencives vont fondre. Ça dépend de ce qu'on veut acheter. Mais ce n'est pas le même prix. OK? Je rajoute à ça autre chose. Là, on va sortir de la pâte à dents et on va ajouter une autre notion. Si je vends des usines d'embouteillage ou des usines pour mettre des produits en conserve comme ça, bon, je vais vendre une usine, mais je vais vendre des pièces de rechange, la garantie, service après-vente, l'installation à l'étranger, la traduction du manuel, les programmes de formation pour utiliser la machine. Si je vends la machine, je vais vendre aussi les matériaux comme le métal qui va être transformé pour faire la conserve avec la machine. Et parfois, prenons une machine faite en Allemagne, une machine faite au Canada, une machine faite au Brésil. Alors, on peut imaginer, pour la discussion, que ça soit véridique ou non, que la machine brésilienne est de bonne qualité, à un prix très compétitif. Mais on peut imaginer que la machine canadienne et la machine allemande sont excellentes, vraiment de très grande qualité, mais à des prix très élevés. OK? Alors, tu peux acheter moins bon, moins cher, ou tu peux acheter excellent, très cher. Mais tu peux acheter avec du financement. Alors, financer quelque chose en Allemagne, au taux d'intérêt allemand, tu vas payer 20 par année pendant 15 ans pour payer ton usine, ou avec Exportation Développement Canada, qui va aider l'entreprise canadienne à compétitionner, elle va rendre le financement disponible à ton entreprise étrangère qui va acheter ton usine canadienne et tu vas leur vendre à un prix élevé, mais avec un financement sur 15 ans à 8 par année. Donc, sur 15 ans, ton usine canadienne, le même prix que l'usine allemande, va coûter moins cher que l'usine allemande à cause du financement. Bien sûr que l'usine canadienne va coûter plus cher que l'usine brésilienne, mais le Brésil finance pas comme ça. Tu dois prendre l'argent sur un marché tiers et tu vas payer 30 par année pendant 15 ans. Donc, l'usine brésilienne, au bout du compte, va te coûter plus cher après 15 ans
que si tu achètes une usine canadienne financée à des taux d'intérêt canadiens. Il faut comprendre ça. Ça va influencer donc la négociation. Okay? Alors, ce n'est pas juste un produit que je vends, c'est toutes sortes d'éléments comme ça. Là. Je rajoute à ça la notion d'organisation, c'est-à-dire les politiques d'entreprise, si j'ai gagné des prix, mon réputation sur le monde, la crédibilité, les associations d'affaires, le support aux intermédiaires, si l'entreprise est ISO, l'accueil de la réceptionniste, la clientèle actuelle qui achète chez nous, la bonne réputation, vont ajouter de la valeur. Si j'ai une excellente valeur, ben, tu payes plus cher parce que tu achètes un tout, une entreprise qui va s'occuper de toi aujourd'hui, dans 5 ans et dans 15 ans, qui va être encore là, qui va t'appuyer. Il y a une valeur à ça. Tu payes pour. Tu n'es pas obligé de payer pour. Tu peux prendre le chinois, puis tant pis pour toi. Ici, l'exemple a été construit pour la Tunisie, mais utilisé pour se présenter comme canadien. Ben, le fait que c'est un produit canadien, sur beaucoup de marchés à l'extérieur, ça a une valeur de qualité, de crédibilité, d'honnêteté. Donc, tu peux demander plus parce que c'est canadien. Véritablement, tu peux faire ça. Le même produit est fabriqué en Thaïlande, d'une qualité équivalente. Tu vas dire, c'est thaïlandais, c'est bien, c'est moins cher. Mais l'autre, c'est canadien, c'est meilleur. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est un argument de vente. OK? Ouf! Bon, là, on est prêt à prendre une pause. On va prendre 20 minutes. Et au retour, on va parler rapidement de négociation, puis j'ai une vidéo d'exercice pour vous. Ça, c'était le prémisse à ça. Est-ce que j'ai des questions avant la pause? Ça va? On comprend? Pouce? Pouce. Pouce, 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 pouce. Ceux qui ne lèvent pas le pouce, ils n'ont pas compris. Fait qu'il y en a un qui a compris, deux qui ont compris, les autres ne comprennent rien. Les caméras sont oh, Virahim comprend, Franck comprend, Rachel. Vous êtes là, caméra fermée, hein? Vous êtes dur pour moi. Vous me coûtez une fortune de psychanalyse. Hein? Quand je sors d'ici, j'appelle mon psychanalyste. Voilà. Alors, il est 10, on se revoit à 8. À tout à l'heure. Non? Escape.
De retour, on ouvre les caméras. On dit bonjour, Monsieur Carl. Bonjour. Voilà. Bon. Alors, on a été rapidement, mais vous devriez lire le chapitre 11 sur le calcul de coût pour comprendre comment on établit notre base pour la négociation. Maintenant, pour la négociation, on va jeter un coup d'œil rapidement. Je vous ai montré avant la pause les différents éléments qui composent un produit que l'on veut vendre, qui lui donnent une valeur supplémentaire. Alors, de la pâte à dents à l'usine financée, j'ai l'usine canadienne financée, je comprends que la valeur de mon produit peut varier, dépendamment de ce que je lui attache. Ça va être important dans la négociation et on a une excellente vidéo avec laquelle on va jouer dans quelques minutes. Mais pour continuer à jeter les bases de tout cela, écoutez, tout ça est bien gentil, là, mais Anne-Marie, Grégoire, Fatoumata, Nata, Mamé, Birahim, Assata, Franck, Lebon, Moussa, caméra. Moi, j'ai l'impression de parler à un garde-robe fermé. Allez, sourire. Comme ça, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Je te dis, vous me coûtez une fortune en psychanalyse. Hein? Anne-Marie, Fatoumata, Mamé. Tu sais, parce que tu peux être parti puis pas être en classe. Hein? Lebon, Moussa. Allez, allez. Oh, voilà. Très bien. Bon. Alors, je plonge directement dans le chapitre 13. On va aller acheter un coup d'œil. Oh, attendez un peu. Je vais le faire autrement. Je peux faire ça comme ça. Plus facile. Voilà. Alors, dans la négociation, ce n'est pas que le prix. On a parlé tout à l'heure de lorsque j'allais peut-être acheter une chemise, Fatoumata, possible, n'est-ce pas? Qu'elle allait me proposer 100 $ parce que j'ai les yeux bleus, puis que finalement, on allait négocier. Il n'y a pas que le prix. Tout ce qu'on va rentrer là-dedans, les éléments de produit qu'on a vus, bien sûr, mais le prix de vente, ce n'est pas tout. Il va y avoir la responsabilité dans la transaction. Quel incoterm je vais utiliser? Donc, quelle responsabilité je vais prendre ou mon client va prendre? Qui va payer le transport? Qui va payer l'assurance? Qui va payer d'avance? Qui va payer durant la transaction? Qui va payer après la transaction? Ce sont tous des éléments qui sont à négocier. Alors, si je prends mon crayon et que j'essaie de vous noter quelque chose, le prix de vente est un élément qui se négocie, mais aussi l'incoterm. Les délais de paiement sont des éléments que je dois certainement tenir compte lors de ma négociation. OK? Et, diapositive suivante, certainement et sans l'ombre d'un doute, le mode de paiement utilisé. Alors, on a vu la semaine dernière, lettre de crédit, paiement anticipé, transfert télégraphique, la valise avec de l'argent, les délais de livraison. Je livre maintenant, je livre plus tard, je livre tout d'un coup, je livre en plusieurs livraisons, les garanties que je vais proposer, les assurances que je vais prendre, souscrire ou non, et bien sûr l'importance d'un service après-vente. Ce sont tous des éléments qui vont entrer dans ma négociation. Alors, je pourrais vous parler longuement d'éléments de négociation, mais je pense que le mieux pour nous, c'est véritablement d'expérimenter quelque chose. Alors, ce que je vais faire avec vous, j'ai une vidéo. On a parlé, en cours de route, vous vous souvenez, je vous ai présenté ce qu'étaient les sociétés de commerce international. Et je vous ai expliqué que moi, quand je faisais du café, j'agissais comme une SCI, Société de commerce international. J'achetais du café en Inde,
je le vendais aux États-Unis. Moi, je suis au Canada, entre les deux. J'achète, comme on a vu avec la crevette tout à l'heure, avec des modalités en Inde et je les vends avec des modalités différentes aux États-Unis. Je me supervise la transaction de A à Z. Je suis allé la première année, le premier achat du premier conteneur, je me suis déplacé en Inde pour voir l'emballage de mon conteneur avant qu'il soit expédié. Et j'ai suivi les transactions. Bon, il y a eu des problèmes. J'ai réglé les problèmes, service après-vente. Je me suis assuré que mon client soit content. Et de fil en aiguille, on a réussi à grandir quelque chose. Toujours parce que la négociation est un élément qui ne cesse pas. Dans les éléments que j'ai mis pour vous dans le Moodle, lorsqu'on parle de négociation, on explique que on veut arriver à un résultat, c'est très important. Gagnant-gagnant. Ça veut dire que tout le monde gagne quelque chose parce qu'on veut que ça dure. L'investissement que l'on fait pour la première transaction est énorme. Et ça ne se déroule jamais bien. Il y a toujours quelque chose qui cloche, quel que ce soit qui cloche, qu'il faut régler. Alors ici, on va faire on va écouter une vidéo qui a été construite lorsque j'étais responsable de l'Association des maisons de commerce extérieures du Québec. Bon, c'est pas, on ne l'a pas fait hier. Ça veut dire que si téléphone portable il est gros comme ça. Les écrans sont cathodiques. N'en tenez pas compte, parce que ce qu'on explique là, c'est intemporel. Okay? Et là, nous allons avoir une société de commerce international qui est spécialisée dans la fourniture de matériel pour la construction, idéalement des produits canadiens, qu'ils vendent sur le marché chilien. Alors, on a le propriétaire de la Société de commerce international, qui est un Québécois, M. Gendron. Il fait un peu vendeur d'assurance, il est un peu caricaturisé de la sorte. C'est un négociant, c'est un marchand, c'est un vendeur. Et son client et ami, M. Martinez, est un Chilien. M. Martinez est propriétaire de compagnie de construction au Chili. Il construit plusieurs choses. Et là, il a un besoin inhabituel. Il veut des brouettes. Alors que M. Gendron, il ne fait pas des brouettes, il fait des tiges d'acier, il fait du matériel de construction comme de la machinerie lourde, mais pas des brouettes. Brouettes, c'est comme petit. Mais c'est son ami. Alors, il va faire un effort pour lui trouver des brouettes. Alors, en cherchant des brouettes, il peut acheter des brouettes en Chine, il peut acheter des brouettes aux États-Unis, mais dans l'exercice ici, il fait un effort pour trouver des brouettes canadienne. Et là, il rencontre une manufacturière, une dame, anglophone, Mme O'Toole. Okay? Alors, au Québec, les anglophones et francophones sont un peu méfiants l'un de l'autre. Monsieur Gendron a l'air d'un vendeur d'assurance. Mme O'Toole n'a pas tellement confiance aux Canadiens français. Et là, on doit apprendre à calculer, négocier pour trouver 600 brouettes pour les amener au Chili, pour que le Chilien soit content, pour que Mme O'Toole soit content. Et tout ça est le travail de M. Gendron, basé sur ce qu'on a vu très, très vite sur le calcul du prix, les éléments du produit qui le rendent compétitif, pour pouvoir livrer à la satisfaction de tous. Alors, je vais démarrer ça. Il y a des pauses à différents endroits. Pendant la pause, on peut arrêter et on peut se poser une ou deux questions. Soyez attentifs parce que je vais vous poser les questions. OK? Ça va? Vous me suivez? 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Bon, quelle joie, quel bonheur. Alors, allons-y doucement. Partagez mon écran, optimisé pour la vidéo. Comme ça, et allons-y.
Allô, chérie. Oui, je sais, je suis en retard, là. Señor Gendron, Pedro, soy Mauricio Martínez. Hola, Martinez. ¿Cómo estás, Mauricio? Je pensais que c'était ma femme. Que me vaut l'honneur? Pedro, tu sais que depuis 5 ans, on a toujours fait de bonnes affaires ensemble. Mais là, il y a un problème, une affaire muy délicate. Ah, OK, tu veux parler du dernier chargement? Oui, je sais. Il y a 3 caisses qui ont été endommagées pendant le transport. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout et on va tout régler ça entre nous. Non, eso. Je sais que depuis le temps que tu me fournis des matériaux de construction, tu t'occupes toujours de ces petits ennuis-là. Non, là, c'est plus urgent et très confidentiel. Tu me connais, hein? Une vraie tombe. C'est au sujet de mon frère Carlos. Nous allons avoir de graves ennuis si tu t'occupes pas de son cas. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore manigancé, celui-là? Je ne sais pas comment te dire, mais imagine-toi que Carlos a contacté une autre maison de commerce pour une grosse affaire. Ah oui? Ah ben, c'est ça, la compétition. Hein? Qu'est-ce que tu veux? On est dans un monde libre, Mauricio. C'est pour de la machinerie lourde? Et pas exactement. Tu sais, mon frère Carlos supervise les sites de construction d'un complexe hôtelier à Valparaiso, au bord de la mer. Et bien sûr, je suis associé avec lui pour la construction de la nouvelle autoroute. Nous avons besoin de 400 brouettes à cimento, primero. Et segundo, si le prix est bueno, peut-être une autre commande de 200. Tu voudrais que je vous trouve des brouettes? Bon, c'est pas vraiment dans mon créneau habituel, mais je pourrais me renseigner. Fantastico. Je savais que je pouvais te faire confiance. Mais, Pedro, passe un mot à Carlos, OK? Est-ce que c'est urgent? Comme vous dites chez vous, ça presse un titi. T'inquiète pas, Mauricio. Les Canadiens, on est vite sur nos patins pour on niaise pas avec le POC. On cherche des brouettes en acier, muy sólidas, avec des manches en bois, tu sais, et une capacité de 100 litres. Celles qu'on nous a proposées ont une épaisseur de 1,5 mm. Ce qui veut dire en français d'ici 4 pieds cubes. Et pour le calibre, ben, je vais vérifier les normes d'ici. Parfait. OK. Je fais ma petite enquête puis je te reviens là-dessus. Fais vite, hein? Et Carlos a contacté des Danois. Ce sont de Russes négociants. Et personne ne les connaît. On ne sait pas d'où vient le stock. Ils n'ont pas de référence. Mais le prix est très bas. Quel est le precio? Je crois y avoir entendu más o menos $35 US. Payable par lettre de crédit, à vue, mais les délais de livraison très longs. Ah, mais je suis certain qu'on peut faire mieux en termes de délai et de crédit. Pour le prix, je t'en donne des nouvelles. Muy bien. Il y a vraiment la confidence dans la marchandise du Canada. C'est tellement un beau pays. Tu connais mon cousin Juan Ramirez. Il vend des voitures usagées à Montréal. Sur la rue de Relais à Montréal, oui, certain que je connais toute ta famille. Pedro, je tiens beaucoup à notre partenariat, tu sais. T'en fais pas, Mauricio. Moi aussi, c'est réciproque. Grâce à notre partenariat, toi, t'as optimisé tes ventes, puis moi, je continue à développer des nouveaux produits. Je vais te faire une proposition que personne ne pourra surpasser. Au Chili, on dit que les affaires, c'est un peu comme le mariage. Il faut choisir son partenaire pour pouvoir grandir ensemble, hein? Tu peux nommer sur tes 2 oreilles, Mauricio, hein, mi caro. Hein. Je te rappelle à la première heure. Hasta luego. Hasta luego. Et à la 2e heure, si ça ne te dérange pas trop, hein? Adios. Manon, pouvez-vous vérifier sur la banque de données Strategis quels sont les manufacturiers québécois de brouettes? Oui, c'est urgent. Cherchez surtout pas du côté des Américains. Ici, on encourage le Canadien. Au fait, avez-vous vu le match hier soir? Enfin, trouvez-moi la meilleure entreprise capable de nous livrer la marchandise rapidement à un prix très compétitif. Vous pouvez aussi appeler aux différents ministères du gouvernement. Merci. Pourriez-vous me remettre en communication avec M. Martinez? D'accord, j'attends.
Ton nom encore? Gendron. De quelle compagnie? GRT International. Non, ça m'intéresse pas le Chili. Je viens de prendre les vacances dans les Bahamas. Non, Madame O'Toole. Je veux pas vous vendre un voyage dans le sud en barouette, je veux vous acheter des brouettes. Oh, des brouettes, ça tombe bien, c'est notre spécialité. Alors, vous me feriez ça à quel prix? 600 brouettes pour le Chili? Même prix que tout le monde, mon cher monsieur, 90 $. Ah, ben, je me demande bien comment vous calculez votre prix à l'exportation, ma chère madame. C'est notre prix de l'Est suggéré, tout simplement. Et vous pouvez les amener où vous voulez. Au Chili, si ça vous tente. C'est votre problème. Madame O'Toole, mon problème, c'est aussi votre problème. À ce prix-là, je démarre ma propre entreprise. Donnez-moi au moins votre prix ex-usine après l'escompte aux détaillants et aux grossistes. Je ne vous connais même pas, vous demandez un escompte. Listen, je vais faire un petit quelque chose pour toi. Vous pouvez appeler notre distributeur de Montréal de ma part et peut-être il peut vous faire un petit quelque chose. Mettez-moi donc en contact avec votre export manager. Désolé, nous n'aurons plus en stock. À qui je dois m'adresser dans ce cas-là? Eh bien, à moi, je suis l'export manager et je coordonne tous nos ventes à l'exportation, Texas, Idaho, Atlanta. De toute façon, avec les States, we have enough business. Je voudrais pas vous offusquer, Madame O'Toole, mais ce marché-là, c'est pas vraiment de l'exportation. Eh bien, merci du compliment. Madame O'Toole, est-ce que ça serait possible qu'on puisse se rencontrer pour parler d'une éventuelle collaboration avec le Chili? Forget it, Mr. Gendron. Je suis en fin de saison, je suis complètement loadé. Vous pouvez appeler Taïwan si vous voulez économiser. Bon. Alors. Caméra, les enfants. Regardez-moi. Venez ici. Allez. Allez. Un petit regard. Pourquoi je partage pas mon truc, là? Juste une seconde. Voilà. Alors, dites-moi, à ce stade, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait avec Mme O'Toole? Soyez courageux, répondez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait avec Mme O'Toole? Je l'aurais laissé, hein. Vous l'aurez quoi? J'aurais abandonné Abandonné. Et pourquoi vous auriez abandonné? la réponse qu'elle a donnée à la fin. On dit, débrouille-toi, achète ailleurs, fous-moi la paix. Hein? Exactement. Bon, alors, une des qualités premières d'un négociant à l'international, c'est quand même de ne pas laisser avoir. pleurer après le premier non. Oui, c'est clair, mais En fait, on n'accepte pas un non. Il faut trouver un juste milieu pour aller plus loin. Alors, dans le cas qui nous préoccupe, reste avec moi. Dans le cas qui nous préoccupe, nous voulons Mme O'Toole parce qu'elle est canadienne. Évidemment, elle demande 90 $ canadiens ex-usine. Alors que les Danois proposent 35 US, lettre de crédit quand même, payable à vue, coût assurance et fret pour le Chili, probablement Santiago. Évidemment, mon 90 $ canadiens, plus le transport, plus ci, plus ça, ça va monter à 100 quelques dollars. C'est énorme, ça ne se compare même pas. C'est 3 fois plus cher que les Danois. Alors toi, tu dis, il n'y a rien à faire. c'est pas qu'il y a rien à faire, mais la réponse qu'elle a donnée m'aurait amené à parler Alors, avec une autre que personne. ferais-tu pour aller plus loin? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Essayer de donner une autre proposition À qui? à Mme Otto. OK. Tu ferais ça comment? Sur la base de ce qu'elle a refusé, je vais essayer Oui. de Alors, voir vous vous qu'est-ce que je souvenez, peux régler. quand dans les tractations que vous faites avec l'entreprise, vous envoyez un courriel. Je vous dis téléphone. Oui, Lui, c'est parce que c'est un vieux comme moi, il a téléphoné. OK? Maintenant, Mme O'Toole n'est pas très communicative et réberbatrice. Alors, si on veut la convaincre, qu'est-ce qu'on devrait faire avec Mme O'Toole? on va avoir un email.
Non. Ou bien on va On va aller la insister. rencontrer. Hein? Qui a parlé, là? Qui a rajouté? Moi, Oui, qu'est-ce que tu as dit à Sata? j'ai dit je pense qu'on va insister Oui, alors tu vas insister comment? en proposant d'autres choses. Et tu vas proposer ça où et comment? Je l'appelle encore Oui, et j'essaye de trouver un autre plan, like OK. une autre manière de négocier. OK. Montre, bouge ton écran, je veux te voir les yeux. Désolée. Non, non, mais c'est important pour moi. Ah, OK. voilà. Écoute, tu es une belle personne, arrête de te cacher. Bon, alors toi, tu suggères qu'on continue la conversation avec Mme O'Toole. C'est très bien. Alors, on lui a déjà téléphoné. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que de l'appeler? Bah, cherchez encore, peut-être qu'elle n'est pas la seule. Admettons que c'est la seule. Moi, je Envoyer connais. un email. Pardon? Un courriel ne serait pas bon? Non, 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 non. On veut négocier. Tu négocies par courriel, toi? Ou bien envoyer une personne là-bas? Ah! Envoyer une personne. Tu veux pas aller la rencontrer, toi? Ça dépendra de mon calendrier. Oh, t'es trop occupé? Non, c'est dans le cas où j'ai d'autres personnes à appeler. Non, Peut-être je vais non, mais envoyer. tu veux faire de l'argent ou pas? Oui, oui, oui. Bon, c'est ta source, c'est elle. Elle est difficile d'approche. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'amadouer? Tu vas lui envoyer un courriel, mais écoute, elle va même pas répondre. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour discuter et négocier avec Mme O'Toole? Oui, y aller personnellement. Tu irais rencontrer On est loin du courriel, là. Tu irais t'asseoir avec elle. Oui, Est-ce que tu te sens gentleman et généreux? oui, Est-ce que tu l'amènerais manger? oui, au restaurant. Tu ferais ça? Oui, Eh bien, une chance que ton patron va rembourser la facture du restaurant. Hein? ça dépend. OK. Alors, évidemment, dans un contexte d'affaires, on n'invite pas Mme O'Toole à aller dîner le soir. On Oui, va oui, manger midi. oui, à midi. Midi, c'est bien. Le soir, ça serait peut-être mal Lâchez. interprété. Alors, il faut Oui, y agir avec tact. oui, Bon, alors tu invites Mme O'Toole à manger le midi? oui, C'est toi qui payes la facture. oui. Super, allons manger. Un instant. Allons-y. Je ne sais pas comment vous avez réussi de me faire venir ici. En tout cas, je suis très content de vous avoir assis devant moi. Ça a été long avant de vous dénicher. On a consulté toutes nos banques de données. Vous savez, c'est très souvent difficile de trouver ce qu'on cherche. Hein. Par exemple, vous voulez acheter des tomates d'ici. Et puis des fois, il faut téléphoner à Del Monte, en Californie, pour trouver le gars d'à côté. Bon, je suis là et vous êtes ici. J'ai hâte de voir comment vous allez vous y prendre pour me convaincre avant midi. L'art de la négociation, c'est mon affaire. Vous saurez m'en donner des nouvelles quand on signera l'entente du Chili. Not so fast, Mr. Gendron. First, est-ce que vous avez des références? Vous connaissez le nouvel aéroport de Santiago? C'est moi qui ai fourni les matériaux de construction. Je couvre le territoire du Chili depuis plus de 10 ans. I see, vous connaissez assez bien votre marché. C'est un début. But where do we go from here? Au Chili, Madame O'Toole, si vous le permettez. Ah, excusez-moi, Madame O'Toole. Oui, allô? Si, Mauricio. Ah oui, oui, ça progresse. Ah oui, la personne que j'ai dénichée est très intéressée par ta demande. Una bonne entreprise. Hyper performante. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Alors, quel prix tu me fais? Mon prix? Mais non, je peux pas te donner un prix définitif, je suis en plein meeting, là. C'est ça, je te rappelle, hein? OK, ciao.
C'était notre acheteur. Il vous transmet ses salutations. Votre acheteur, M. Gendron, la partie n'est pas encore gagnée. D'ailleurs, avez-vous vu la partie hier soir? Excellent, j'adore le hockey. Ah ben, je sens que nous allons très bien nous entendre, Madame O'Toole, malgré votre offre bien au-delà de ce que je peux payer. Vous avez l'air d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Et surtout ce qu'elle ne veut pas. Monsieur Gendron, soyez réaliste. Je connais assez bien le marché pour savoir que je ne peux pas vendre mes belles brouettes à moins que le prix domestique. Ridiculous, les prix européens que vous m'avez mentionnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Que nous sommes une filiale de Centrale? J'opère une chaîne de montage, pas un centre de déballage. Nous rediscuterons du calcul du prix un peu plus tard, Madame O'Toole. Il est important que vous sachiez que votre prix de détail suggéré comprend, entre autres, la commission sur les ventes et le bénéfice du détaillant et du distributeur. Après avoir pris connaissance de votre prix plancher en fonction des coûts variables, vous allez être surprise de votre marge de manœuvre. Disons qu'on pourrait soustraire l'escompte de 40 qu'on fait aux distributeurs et détaillants. Donc, après escompte, ça me donne 54 $ canadiens. À ce prix-là, j'espère qu'elles ont l'air climatisées, vos brouettes. Non, il ne faut pas oublier une chose. Quand vous faites le calcul de votre prix, il vous faudra tenir compte des prix en vigueur sur le marché international, pas juste de vos coûts de production. Peut-être nous pourrions faire un small discount, disons 2 pour un paiement comptant. Excusez-moi, Madame O'Toole. Ouais, les affaires vont bien. Ah, mais dans le commerce international, il n'y a pas de temps mort. Hein? Si on est bien informé, on évite la récession. Oui, allô? Ah, Mauricio, que passe? Ah, les Danois ont confirmé leur prix. Et tu veux le même prix de notre part? Mais oui, avant de prendre la commande, oui. Oui, je te comprends, oui. Bon, écoute, il faudra avoir plus d'informations. Pour comparer, il me faudrait plus de détails. Qu'est-ce que ça comprend dans ce prix-là? Le prix de vie, les pièces de rechange, est-ce qu'il paie l'assurance? OK. OK, rappelle-moi. Ciao, ragazzo. Vous parlez aussi l'italien? Ah, mais je m'adapte, tout simplement. C'est une des qualités des traders. Madame O'Toole, je sais que le Chili ne fait pas partie de votre marché traditionnel, mais je suis certain que vous pourriez y percer. Votre entreprise est en très bonne santé financière. Il serait peut-être temps d'envisager une stratégie de diversification de marché. First, mes brouettes à moitié prix. Deuxièmement, vous demandez de me faire shooter les manches en bois avec une sorte de raid contre les termites. Et pour finir, vous me demandez de refaire ma stratégie. I have a little problem with your beau projet, Monsieur Gendron. Les gens de là-bas, je les connais pas. Je parle pas leur langue et on sait même pas s'ils sont solvables. OK, Elisabeth. Vous permettez que je vous appelle par votre prénom? On prend tout depuis le début. C'est avec moi que vous transigez, pas avec eux. Je suis responsable et je prends tous les risques. Je vais vous payer comme s'il s'agissait d'une vente locale. J'ai pas l'intention de faire faillite cette année. Est-ce que j'ai l'air d'être dans la rue? Après cette transaction-là, on va pouvoir parler de partenariat, d'un travail à deux. On pourra peut-être même parler d'envisager de développer des marchés dans d'autres pays. Il y a des gens qui sont des grands parleurs. Seriez-vous comme eux? Quand il s'agit de signer un contrat, les traders sont des gens de parole. Appelez notre association, ils pourront vous renseigner sur notre entreprise. On est là pour vous conseiller et pour vous protéger. C'est la raison d'être des maisons de commerce. No joke. Est-ce qu'il y a l'argent pour vous payer vos Speedy Gonzales? Martinez, Madame O'Toole. Martinez avec un M comme dans money. En vérité, les frères Martinez, ils valent des millions. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des millions de pesos? Moi, je vais être payé en dollars canadiens, cash on delivery. Ah, oublie tout ça. It's too risky. Non. C'est moi qui paye. En tant que trader, j'assume tous les risques liés à une transaction internationale. Tous les risques? Vraiment? Vraiment. Si je signe en entente, ça doit être fair play. Pas de problème.
Vous allez avoir de la misère de me convaincre de baisser mon prix en bas de 54 $ pendant la négociation. Partenariat, Madame O'Toole, partenariat. Eh, je ne paierai pas la traduction de livret d'instruction On va partager des coûts, je vous l'ai dit. et je ne veux pas me préoccuper avec les douanes ni le transport. J'assume tout. Le financement, les documents à l'exportation et le transport. Everything. Everything. Vous n'aurez pas à lever le petit doigt, sauf pour faire rouler l'entreprise et signer l'entente. Et je n'aurai pas des problèmes. Parole de trader. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est rendu où? On Oui, dirait une Camille. bonne négociation. On avance, hein? Bah ouais, on dirait qu'il a rassuré la dame déjà pour les risques parce qu'elle n'a jamais comme fait des affaires avec ce pays. Oui. Donc pour elle, c'est déjà un point positif s'il y a quelqu'un qui est là pour prendre en charge l'assurance puisqu'elle ne sait pas comment ça fonctionne avec ce pays, le transport, la logistique. Et si elle doit baisser aussi le coût de sa marchandise, elle ne veut pas prendre de risque de perdre en plus avec l'assurance. Donc Excellent. je pense que le monsieur l'a déjà bien rassuré. Alors, il essaye de la rassurer. Il lui fait comprendre aussi de reviser son calcul, qu'on ne peut pas prendre le produit ici tel quel et puis le mettre à l'étranger sans tenir compte des coûts à l'étranger. Il lui apprend à calculer, comme je vous ai montré brièvement tout à l'heure, en tenant compte des coûts fixes et des coûts variables pour affecter que les coûts variables à l'exportation. Ce qui va réduire véritablement pas la valeur de sa brouette, mais donner les coûts réels pour la construction d'une brouette que j'envoie à l'export, sachant très bien que mes ventes habituelles couvrent tous mes frais fixes. Donc, j'ai une baisse, et si j'enlève l'argent des distributeurs, 40%, je passe de 90 à 54 $. Elle propose d'enlever le 2% s'il paye rapidement. Donc, à l'achat, ou peut-être en moins de 10 jours, ben c'est un autre 50 sous qu'on enlève. Et bien sûr, question qu'il a posée à son client au Chili, les Danois, est-ce qu'ils offrent des pièces de rechange? Est-ce qu'ils offrent de l'assurance? Est-ce qu'ils offrent la traduction du livret d'instruction? Des éléments comme ceux-là, tous les éléments qui sont importants. Madame O'Toole ne veut pas risquer, elle est mal à l'aise avec ça, avec raison. Et évidemment, M. Gendron lui dit, écoute, pour toi, c'est une vente locale. Je te paye en dollars canadiens chez toi et j'expédie le tout. Je suis responsable du transport, de la douane, du financement. Je gère tout. OK? Mais fais-moi un prix. Sans ça, je ne peux pas vendre. OK? Et il lui suggère donc d'aller refaire ses calculs. OK? Alors, voyons voir ce que ça donne. Refaire les calculs. Alors, partage l'écran. Ici, une fois, deux fois, trois fois. Allons-y. Mauricio, j'ai de bonnes nouvelles. L'entreprise que j'ai dénichée est beaucoup plus efficace que celle de vos Danois. 3 semaines pour fabriquer jusqu'à 600 brouettes garanties. Madame O'Toole est très fiable. Madame O'Toole? C'est une femme qui travaille dans l'acier? C'est normal, ça, chez vous, au Canada? Elle fait ça depuis 20 ans. C'est la meilleure femme d'affaires dans ce secteur-là pour tout le pays. Bueno, j'aime les champions. Et demande à ta señora si elle aime le football. Et je veux dire le soccer. Son sport, c'est le hockey. Revenons à nos moutons. ¿Qué? Nos moutons? Comment? C'est des brouettes que je veux. Brouettes, moutons, c'est pareil en français. Alors, on les expédie à quelle part, les brouettes? Tranquillo, minute papillon. Donne-moi un prix d'abord. En calculant mes coûts à l'exportation, ça donne environ 50 $ US. Revenons à nos moutons. ¿Qué? Nos moutons? Comment?
C'est des brouettes que je veux. Brouette, mouton, c'est pareil en français. Alors, on les expédie à quelle part, les brouettes? Tranquillo, minute papillon, donne-moi un prix d'abord. En calculant mes coûts à l'exportation, ça donne environ 50 $ US. 50 $ US? Caramba! Nous ne pouvons pas payer plus cher qu'avec les Danois. Et tu peux pas faire mieux? Mauricio, il n'y a pas juste le prix. J'ai une information pour toi. Le calibre 17 de nos brouettes est beaucoup plus solide que le 1,5 mm danois. Hein? OK? Sous le poids du ciment, vos brouettes, ils vont s'effoirer. ¿Qué? ¿Tú me traites d'enfoiré? ¿Me entiendes, Mauricio? Las carretillas van a romper. Caput, fini, crac, boum. Tu es certain? Ah, je suis convaincu. En plus, il y a autre chose. Vos manches en métal, ils vont plier. Nous, nos manches sont faites en bois, puis je m'occupe de les faire traiter. Ah, c'est mieux que ton offre. Je connais mon frère Carlos. À 50 $ US, nous ne marcherons pas. Quelle lástima! J'aurais aimé transiller avec toi, Pedro. J'ai pas dit mon dernier mot. Tu m'as bien dit que tu en avais besoin de 400 immédiatement et 200 dans 3 mois. Exactamente. À la place, je pourrais t'en envoyer 600 d'un coup. Mais, et qu'est-ce que ça va changer? On va économiser sur le transport, et puis moi, ça me permet d'avoir un prix plus que compétitif. Ah, Pedro, donne-moi un prix en français, en anglais, je sais que, mais donne-moi un prix. OK. Je vais négocier avec le fabricant sur la base de 38,50 US, livré au port chilien de ton choix. Je vais faire de mon mieux et je vais essayer de te confirmer ce prix-là, si t'es d'accord. En prime, je te donne 4 mois pour payer. J'exige aucune lettre de crédit, seulement une traite payable 120 jours après chargement. C'est difficile à battre. 38,50 US. 38,50 US? Caramba! On se rapproche du prix qu'on va payer. Mais la traduction des livrets d'instruction, il la veut en espagnol et pas en anglais. Non es un problème. Anglais ou espagnol, c'est le même prix. OK? C'est moi qui va payer la traduction? Non. C'est une autre façon de dire que pour toi, c'est inclus. C'est muy complicado le français. Ah, mais je suis sûr qu'on va finir par parler le même langage. OK, ciao. Ouais, ben c'est du beau travail, ça, mon homme. Du vrai Gretzky. Ah, ben là, j'ai pas le choix, je vais réduire ma marge de profit de 2 %. Je suis pas trop inquiet. Je suis sûr qu'ils vont me retourner l'ascenseur. Je vais offrir 40 $ canadiens à Mme O'Toole, puis je vais lui laisser le temps d'en faire ses calculs. $40 canadiens, Mr. Gendron. Are you out of your mind? La balle est dans votre camp, Elisabeth. Il va falloir recalculer votre prix en fonction de vos coûts marginaux à la baisse, c'est ça, vous avez tout compris. Et il va me falloir des pièces de rechange, disons une 30aine de roues et une 15aine de manches. Qui va payer ces pièces? Écoutez, c'est normal d'assurer un service après-vente. C'est comme une partie de la garantie. Un chaussure aux pommes avec ça, Monsieur Gendron? Vous avez certainement des pièces en stock qui vous coûteront rien à fabriquer. Faites-moi confiance, vous allez y trouver votre compte. Bon, c'est possible, on verra. Mais 50 $, c'est mon dernier prix. Oubliez pas qu'on peut acheter des brouettes moins chères aux États-Unis. Vous me feriez ça à moi? Dans les ligues majeures, la compétition est mondiale. Vous voulez en parler à votre comptable? C'est une très bonne idée. À 40 $, je vous parie une bouteille de champagne que je peux vous confirmer la commande dès cet après-midi. 2 bouteilles, si vous voulez. Surprise! Est-ce qu'il a fait beau à Atlanta, John? Idéal pour le golf. Pas le temps pour les loisirs en ce moment. Business is business. Peut-être que ton monsieur Gendron va nous donner un petit break. Où en sont les négociations pour le Chili? On s'avance. Je sais que Monsieur Gendron peut payer plus que 40 $, and he knows I know it too. C'est juste une autre de ses stratégies pour nous faire baisser nos prix. Wise guy, le bonhomme. Alors tu vas baisser le prix? Oui, mais on va quand même gagner. Bravo! C'est la première fois qu'on a l'occasion de faire de l'exportation ailleurs qu'aux États-Unis à l'échelle internationale. Je suis certain que notre association avec Gendron va nous offrir d'autres possibilités. Bon, quel est le coût réel après calcul?
Tiens-toi bien, le coût usine n'est que 27,50. Avec les prix de vente, c'est un autre 4,50 $. On ajoute d'administration, 8,50 $. Puis là, c'est un profit à 13,50 $. Moi, j'arrive à 54 $. Gendron est un smart. Il nous a dit qu'on avait une bonne marge de manœuvre. Où est-elle? Attention, 54 $ net, c'est notre prix pour les ventes locales, if you get my meaning. Je commence à comprendre. Faut pas oublier que c'est le début de notre saison morte. Qu'est-ce que ça donnerait si on calculait seulement le coût usine plus notre profit normal? Amazing. Si on fait ça, j'arrive à 41 $. Parfait, ça nous donne du lousse. À 41 $, on est dans la course. Au fond, ton gendron, c'est pas un requin. Mais c'est pas une raison pour être poisson, John. Don't be naïve. Je ferais pas mes brouettes à moins que 40 $. Never. Les affaires d'abord, la confiance après. Liz, faut savoir mettre de l'eau dans son bain. J'aimerais bien me mouiller. Mais il faut s'assurer un petit profit extra. Qu'est-ce que t'en penses? 42 $, c'est ça que t'avais en tête? T'as tout compris. 42 $ and that's it. On verra bien ce qu'ils vont nous offrir. What a game. J'adore le commerce international. C'est presque aussi excitant qu'une partie de golf. Hein? Il n'est pas là? Est-il déjà parti au Chili? Mais c'est épouvantable. Je dois lui parler. Now! Surprise! C'est moi. Ça apporte un petit quelque chose? C'est vous? Thank God! Je vous avais pensé au Chili en train de signer le deal avec quelqu'un d'autre. Ah, vous écoutez trop de télé. Je suis pas un escroc dans un film de série B. Alors, vous êtes prête pour le sprint final? Oui, je suis en forme. Great. Est-ce que vous avez recalculé votre prix? On peut pas aller à moins que 42 $, sinon on est dead. Ben oui, mais à 42 $, j'ai tout recalculé puis je suis encore trop serré. À ce prix-là, moi, je perds de l'argent. Oui, mais quand est-ce que vous allez faire votre petit voyage de golf avec votre déficit? Écoutez, Elisabeth, pensons à nos relations futures. Avec mon 40 $ et votre 42 $, il y a peut-être moyen de s'entendre. Coupons la poire en deux. Je paie 41 $, puis je me débrouille avec mon client. 41 $. OK. Mais perdons pas le temps. Il faut commencer à produire maintenant si on veut les avoir dans 2 semaines. Vous pouvez appeler votre monsieur Jardinez. Je suis tout à fait de votre avis. Vous regretterez pas notre entente. Ça me prend un bon de commande et un dépôt de 10 %. Je vous envoie le bon, et pour le dépôt, j'ai besoin d'une facture. Je le facturerai tout de suite. Parfait. Parfait. Great. To our partnership. À notre partenariat. Vous allez avoir la piqûre de l'international comme moi. Je n'aurais jamais pensé que je peux aller si loin en brouette. Allô, Mauricio, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai réussi à avoir le prix que tu voulais, 38,50 US. Fantastico. Je savais que tu pouvais réussir, Pedro. Merci beaucoup et bon travail. J'appelle le transitaire, je réserve le container, prépare ton mélange à ciment, Mauricio, les brouettes du Québec s'en viennent. Super. Bon. Alors, ça vous dit quoi tout ça? Parlez-moi un peu. Intéressant. Ah, bon, j'ai une réponse. Alors, dis-moi, intéressant, comment et pourquoi? Le restaurant, la partie où ils vont au restaurant montre qu'il faut des relations peut-être extra personnelles pour souvent avoir une bonne négociation. Tu vois pourquoi je veux que tu téléphones à l'entreprise? Oui, Tu vois pourquoi je veux que tu te déplaces et que tu ailles les voir? oui. Comment c'est important pour pouvoir susciter la conversation. Il faut comprendre que la négociation est une conversation. Oui. Et si je suis capable de converser, je suis capable d'arriver à un terrain d'entente. Si je ne converse pas, un courrier électronique, un email, ce n'est pas une conversation. Je t'envoie une note, tu l'ignores ou tu réponds par 3 mots. C'est pas une conversation. Quand je vais au restaurant avec toi,
on s'assoit, on parle de toutes sortes de choses, on parle de la famille, on parle de nos idées, on parle de projets et on parle de ce qu'on veut négocier. Oui. On crée un lien. Et donc, à l'international, lorsque je trouve un nouveau client, acheteur, fournisseur, qu'importe, je commence à converser. Et si je veux que le commerce dure, la conversation doit durer pour que la négociation qui se renouvelle à chaque fois continue. Oui, Nicolas. C'était intéressant, mais je suis confusé parce que il achète à 41 $ et il vend à 38. Il fait une perte de 3 $ par unité. Non, 41 canadiens. Il vend en US. Ah, ok, d'accord. OK? Puis là, je n'étais pas sorti les chiffres, le change, le calcul, là, mais rassure-toi, parce que normalement, si on était en classe ensemble, je t'aurais écrit au tableau, j'aurais fait les calculs, j'aurais fait les changes, je t'aurais tout montré, puis je t'aurais montré le profit qu'il fait à la fin. Alors, il ne fait pas beaucoup. Un conteneur de brouette, il va ramener chez lui 2000 $. OK? Tout ça pour 2000 $, mais c'est rien du tout. Mais il garde son client fidèle qui lui achète pour des millions par année. Il fait beaucoup d'argent avec le reste. Et là, il a découvert peut-être qu'il y a un fournisseur de brouettes qui n'exportait pas et peut-être qu'il va être capable d'aller porter ses brouettes dans d'autres endroits et faire 2000 plus 2000 plus 2000 plus 2000 plus 2000 plus 2000. Bien, ça fait 10 000, ça fait 20 000, ça fait 100 000. OK? Une brouette à la fois. Il ne faut pas minimiser la portée de ce qu'on est capable de faire avec une petite quantité. Il faut comprendre ça. Alors, lui, il sait très bien que lorsqu'il fait la brouette, c'est pas son fer de lance. Il vend de la machinerie, des Caterpillar, des choses comme ça, des camions, des grues. Okay? Bon, mais là, des brouettes, il ne perd pas d'argent. Il a trouvé un nouveau fournisseur et il y a un client satisfait avec lequel il continue la conversation. Et on s'est rendu compte, j'espère que vous avez bien compris, que la conversation, le Chilien pense en espagnol, parle en français. Le Québécois pense en français, parle en espagnol. Ce qu'ils disent ne correspond pas exactement à ce qu'ils pensent. Et des fois, tu me traites d'enfoiré. Non, non, la brouette va s'effoirer. Effoirer, c'est un mot québécois, c'est même pas un mot français. La brouette va s'écraser sur le bois du ciment. Il y a des jeux comme ça. Alors, dans la conversation, il y a tous ces jeux-là qui rentrent en ligne de compte. Merci, Nicolas. Rachel, qu'est-ce que tu ramènes à la maison de ce qu'on a vu aujourd'hui? Micro? Désolée. Ouais. Alors, que ramènes-tu à la maison? Alors, on a pas. Ton micro est fermé. Est-ce que ça va? Oui. Donc, je disais qu'on a parlé des établissements du prix à l'exportation. On a vu les étapes et la fixation du prix, comme par exemple l'analyse des coûts, la recherche de marché. On a aussi parlé des facteurs influents sur les prix. Et par rapport à la vidéo, Qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a marqué? Un élément qui t'a marqué dans ce qu'on a vu aujourd'hui? ben, ça serait la négociation qu'on a vue à la vidéo, dans la vidéo. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Comment Frappé. comment est-ce qu'il a pu récupérer le coût? Parce qu'au début, c'était un peu perdu. La dame ne voulait vraiment pas faire de négociations, mais il a su avoir des stratégies pour pouvoir récupérer le coût. Non. Le mot ici serait la persévérance. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Il a su persévérer parce qu'on avait posé la question et Ibrahima avait dit oui, mais bon, si on va passer à d'autres choses. Alors que j'ai dit, ben, peut-être qu'il faut insister, on va y envoyer un email. Mais non, il a fallu que je le bouscule un peu pour que finalement, il se décide de délier le portefeuille et qu'il amène manger une assiette de spaghettis. N'est-ce pas? Et là, on a réussi à poursuivre la conversation. C'est pour ça que j'insiste beaucoup que la négociation est une conversation qui doit durer.
Si j'ai une négociation avec vous et que je me fâche avec vous, je raccroche, bam, le téléphone, je ne vous parle plus. C'est la fin de la négociation parce qu'il n'y a plus de conversation. Vous devriez me rattraper en disant oui, je suis désolé, j'ai fait un commentaire, c'est un peu déplacé, vous comprenez, nanana. Et là, on peut reprendre peut-être la conversation. Il faut m'amadouer, il faut tout ça. Okay? Merci, Rachel. Josh, what do you take home? Aujourd'hui, je pense que c'était beaucoup, il y avait beaucoup de, comme avec le prix, il y avait beaucoup de facteurs du prix déterminants. La négociation était très complexe aussi. Il y avait beaucoup de détails et beaucoup de recherches à faire, comme have your ducks in a row quand tu fais la négociation. Tu dois Oui. être prêt avec tes preuves, avec tes faits, avec tout que tu as besoin aussi. Comprenez-vous, comprends-tu pourquoi je vous demande de lire le chapitre avant le cours? Parce que je peux pas couvrir tout. Si vous n'avez pas lu, ça va trop vite. C'est difficile, justement, de voir tous tes canards sur le dessus de la clôture et de comprendre ce qu'on est en train de faire. Si tu l'as lu avant, ça va beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Grégoire, qu'est-ce qu'on ramène à la maison? Bon, pour ma part, j'ai appris beaucoup par rapport à la négociation et j'ai su qu'en commerce international, tout est affaire de négociation. Mais la zone qui m'a beaucoup plus capté, c'est les zones de concession. Donc, faut savoir faire des concessions quand on fait des négociations. C'est pas parce que, comment dire, on a une main ou bien parce que on gère une marché plus forte que on doit imposer son vouloir. Donc, faut savoir faire des concessions pour trouver des compromis. Très bien. Merci beaucoup. Anne-Marie, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Moi, j'ai compris, comme vous l'avez dit, qu'il faut rester persévérant dans les négociations et avoir plusieurs stratégies. J'ai aussi retenu les éléments de la négociation qu'on avait vus dans le PowerPoint, comme les modes de paiement, les délais de livraison et les garanties, tout ça. Merci. Beau coin de mur avec la trappe d'aération, c'est joli. Merci. Ousmane, qu'est-ce qu'on ramène à la maison? Je dirais les différents coûts qu'on ajoute pour aboutir au prix qu'on propose à l'acheteur international. Très bien, merci. Nathan, qu'est-ce qu'on ramène à la maison? Oui, c'est seulement comme mes collègues ont dit, ce qui m'a tiqué, c'est juste l'art de la négociation, du commerce international qui est assez complexe. Donc, le fait que c'est complexe, ça oblige en fait toutes les maisons de commerce à maîtriser ça pour gagner des marchés. Très bien, merci. Franck, qu'est-ce qu'on ramène à la maison? Par rapport aussi à la vidéo, moi Je ne juste vois pas les yeux, Franck. Montre-moi tes yeux. Voilà. à la vidéo, j'aimerais juste souligner le fait que, il y avait une certaine confiance entre l'acheteur et les négociateurs, et en même temps entre le négociateur et Oui, double négociation. il y avait une certaine persévérance du côté du négociateur. Donc, Excellent. Merci. Abdul Karim, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Chez moi, c'est la manière dont il négocie, et il ne fait pas uniquement dans le cadre formel, il est plutôt aussi dans l'informel, ce qui amène aussi, la conversation à plus perdurer. Et il a montré qu'il était aussi assez conscient. Et je pense que même à la fin du deal, la dame a voulu le rencontrer encore à nouveau. Donc, je pense qu'il a su fidéliser plus ou Oui, moins sa elle collaboratrice. devient enthousiaste. Oui. Merci. Moussa, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Comment fixer un prix par rapport à un nouveau produit et en tant que nouveau arrivant sur le marché. Très important. Merci beaucoup. Fatoumata, as-tu découvert quelque chose de particulier aujourd'hui? Moi, si je vais prendre un mot, ce serait, à part la persévérance, je dirais l'optimisme. Excellent. Très bien, merci. Assata, ton éclair de génie aujourd'hui, c'est quoi?
que j'ai retenu, c'était sur la vidéo, l'art de négocier. J'ai Mhm. beaucoup aimé la manière de négocier du monsieur. Il était un peu comique, bah, mais sérieux dans ce qu'il faisait Oui. et On, confiant. on Il a fait savait, une caricature un peu. il savait ce qu'il voulait et puis bah, Oui. Comme un peu comme un vendeur de voitures usagées. yeah. Merci. Mamé, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Je vais rejoindre ce que mes camarades ont dit à propos de la négociation. Ici, on se rend compte en fait que c'est un outil de communication qui regroupe l'ensemble des démarches qui visent en fait à confronter les points de vue et les intérêts personnels de deux parties différentes. Super, merci. Birahim, qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Que des fois, il faut préconiser la rencontre physique que les autres moyens de communication. Voilà, hein, on a appris ça, c'est bien. Le bon, qu'est-ce que tu ramènes, toi, aujourd'hui? Justement, ce que j'ai compris durant la vidéo est que le monsieur, il était un dur à cuire. C'est-à-dire qu'il était fort et qu'il ne voulait pas abandonner, il voulait insister pour parler à la dame. Et il était aussi un gentleman, genre quand le serveur, la partie qui m'a plus intéressé, c'est quand le serveur lui a donné la facture. Le monsieur a dit non, 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 t'inquiète pas, c'est moi qui paye. Et ça a encore ajouté un plus. Oui, il a agi en gentleman, Oui, respectueux, n'est-ce pas? Et il a tenu bon pour faire comprendre aussi à la dame qu'elle gagne, la confiance aussi. que ça lui rapporte, c'est payant pour les deux. Tu n'es pas en train de lui vider les poches, se sauver avec sa voiture. Non, 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 non. Très bien, merci. Bon, merci beaucoup. La semaine prochaine, on a un invité, Maître Collat, l'auteur du chapitre 9. Faites-moi plaisir. Lisez le chapitre 9 avant la semaine prochaine. Maître Collat n'a pas ma patience. Il faut lire pour bien comprendre et poser les questions pertinentes. Quand il vous pose une question, répondez. Moi, je ne serai pas là. Je vais simplement ouvrir. Je vais m'assurer que tout le monde est heureux. Je donne les commandes à Birahim et je vous quitte parce que je ne peux pas rester. Mais je vais quand même ouvrir. OK? Si vous n'avez pas d'autres questions, Monsieur, moi j'ai une question. j'écoute. Monsieur, du coup, l'examen sera sur quel chapitre? De quel chapitre à quel chapitre? Tout ce qu'on a vu après l'intra. On ne retourne pas sur ce qu'on a vu avant l'intra. OK? C'est bon, oui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Oui, Moussa. Ah, monsieur, parce qu'en fait, par rapport à la pause, vu que on rentre le jeune ici à 19h30, est-ce qu'on peut prendre la pause un peu plus tôt, d'habitude que à 18h30, parce que ça fait un peu de compromis par rapport à l'heure, en fait, l'heure de la rupture du jeûne. Ah. Donc, si on prend la pause à 19h30, La semaine prochaine, avec Maître Collat, il n'y aura pas de pause. Il va filer pendant 2 heures. Puis après, vous avez la pause. OK? ok, ça va. Ok, ça va. Super. Portez-vous bien et bon Ramadan à tous. Au revoir.